Parce qu'on a une seule vie et que cette vie, nous devons la mener pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons toujours du plaisir à vous retrouver tous les matins dans cette émission Wake Up, notre matinale à la gloire de notre Seigneur. Merci à vous de nous être fidèles. Shalom, pasteur Ponsou Jean-Claude. Shalom. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Merci Dieu. d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicia, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous. Merci d'être là, toujours en bonne Merci. santé. Ça va. Notre invité du jour, monsieur Nicanor Blé, shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, oui. Merci d'être présent. Jean-Richard, sujet du jour dans Culture Actuelle, le saviez-vous? En Culture Actuelle, on parlera musique. Nous sommes lundi. On va dérouler un top 3. Mais ce top 3 va se focaliser singulièrement sur des artistes qui ont marqué la scène gospel au cours de l'année 2019 par des lives. On va revenir sur certains spectacles. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'église et d'environnement. D'accord. Paul Félicia, dans le Trickbox. Dans le Trickbox, on a entrepris de parler de l'entretien d'embauche et aujourd'hui, j'ai 3 petits discours que vous pouvez utiliser pour bien démarrer un entretien d'embauche. Voilà qui est bien clair. Monsieur Blé Nicanor est notre invité dans la rubrique L'invité du Wake Up. Il est expert en ressources humaines. Avec lui, nous parlerons du comportement professionnel. Pourquoi parler du comportement professionnel? Bien sûr, je fais suite donc au sujet abordé tout à l'heure, l'entretien professionnel. Ok, ça fait partie justement de certains aspects donc, de l'interview, de l'entretien. Et je pense que le comportement professionnel, c'est quelque chose d'indéniable qui vient en appui aux compétences techniques. D'accord, ça vient en appui aux compétences techniques. On va en parler dans la rubrique L'invité du Wake Up. Restez avec nous. Pour l'instant, nous allons écouter la parole du Seigneur dans la rubrique Méditons ensemble. Jamais ne dit jamais. J'aime bien ce thème et c'est ce thème-là que le pasteur Ponsou va aborder ce matin et c'est maintenant. Allez-y, pasteur. Oui, alors jamais ne dit jamais. Je vais vous inviter dans le livre de Ruth. D'abord, je vais vous la présenter. La Bible l'appelle Ruth la Moabite. Alors, les Moabites sont les descendants de Moab. Et Moab, c'est un enfant que Lot a eu avec ses propres filles. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 19. Et à la suite de cela, Dieu avait maudit cette descendance. Nous lisons dans Genèse 19 que Lot avait été rendu ivre par ses filles, ses 2 filles. Et ces 2 filles ont eu une relation avec leur père. C'était une relation incestueuse. Chacune d'entre elles a eu un enfant, Moab et Ammon. Alors la descendance de Moab, c'est les Moabites, et celle de Ammon, c'est les Ammonites. Donc, lorsque nous lisons, je vais lire rapidement, Deutéronome, chapitre 23, dans Deutéronome, chapitre 23, Dieu a parlé de la descendance de Moab et de la descendance d'Ammon. Et Dieu a dit littéralement que cette descendance-là, alors, Deutéronome 23, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Donc Dieu a dit, cette descendance-là, la postérité de Moab et d'Ammon n'entreront jamais dans l'assemblée d'Israël. Donc il y avait une malédiction qui pesait sur eux, sur cette descendance, sur elle. Et donc là, nous voyons que Ruth est la descendance de Moab. Donc elle avait sur sa vie cette malédiction. Et cette malédiction, en fait, parce que à perpétuité, ça veut dire que pour tout le temps, quoi, pour l'éternité. Donc elle avait cette malédiction sur elle. Et nous allons voir que malgré cela, Dieu est un Dieu de grâce. Et que Dieu va lui faire grâce. Donc, ce qui va se passer, c'est que la Bible dit qu'il y a une famine qui s'est déclenchée à Bethléem. Et il y a une famille qui a dû immigrer à cause de la famine. C'est c'est Naomi et son mari qui ont quitté Bethléem à cause de la famine. Et ils sont partis avec leurs 2 garçons pour aller s'installer à Moab. Et là, à Moab, leurs 2 garçons se sont mariés à des Moabites. Alors, il y en a un qui a épousé Ruth et l'autre a épousé une femme qui s'appelle Orpa. Mais la Bible dit que
dans cette nouvelle vie, qu'est-ce qui va se passer? Naomi va perdre son mari et Naomi va perdre ses 2 garçons. Donc, elle va rester toute seule avec ses 2 belles-filles. Et donc, à un moment donné, elle va dire, je vais retourner à Bethléem. Donc, sa vie était tellement triste qu'elle a même dit, ne m'appelez plus Naomi, qui signifie douceur, mais appelez-moi Mara, qui signifie amertume. Et au moment où elle voulait se séparer de ses 2 belles-filles pour retourner à Bethléem, il y en a une des 2 qui lui a dit, non, 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 je ne vais pas te laisser. L'autre qui s'appelle Orpa, Orpa signifie le dos. A tourné le dos à sa belle-mère et retourné à sa famille. Mais Ruth, qui signifie amitié, s'est attachée à Naomi. Et donc, lorsque nous lisons Ruth chapitre 1 à son verset 16, après que Naomi leur ait dit de retourner dans leur famille, Ruth va répondre à sa belle-mère, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Vous savez, il y a un mystère dans le choix de Ruth. C'est que, en fait, quand on observe la vie de Naomi, il n'y a rien d'attirant pour s'attacher à cette femme. Si je peux même exagérer, nous autres Africains, on dirait « Ah, cette femme-là, il faut faire attention à elle. » Après avoir mangé son mari, elle a aussi mangé ses 2 enfants. C'est une sorcière. Il ne faut pas s'approcher d'elle. Mais curieusement, Ruth s'est quand même attachée à Naomi. Et elle a fait un bon choix parce que ce choix va être une très grande bénédiction pour elle. Alors là, nous voyons, c'est une formule que je fais réciter toujours aux mariés pendant la cérémonie, parce que je trouve ça très beau, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, ainsi de suite. C'est une confession d'alliance. C'est un peu comme quelqu'un qui dit « Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur », ainsi de suite. Et je crois que par cette confession, Ruth, la maudite, s'est attachée à Naomi, qui est une descendance qui est juive, donc qui a la bénédiction. Et au travers de cette confession, elle s'est attachée à Naomi et la malédiction qui pesait sur elle est partie. Parce que lorsque tu reçois Jésus et que tu déclares que vraiment il est ton Dieu, toute malédiction sur toi est partie parce que tu rentres dans une alliance nouvelle. Donc, elles vont arriver à Bethléem, et la Bible va nous dire qu'arrivée à Bethléem, un jour comme ça, Ruth va se lever pour dire « Je vais aller chercher du travail dans un champ ». Donc, quand elle s'est levée pour aller chercher du travail, il y avait plusieurs champs à Bethléem, mais cette faveur de Dieu, cette grâce exceptionnelle de Dieu, la main invisible de Dieu l'a conduite dans le bon champ. Vous savez, parfois, on se retrouve dans des places, on se demande comment on a fait pour... Mais c'est la main de l'Éternel qui nous dirige. Amen. La Bible dit, les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Donc, dans le champ où elle était arrivée, elle n'avait pas le droit de travailler parce que la loi dit à l'époque que les étrangers ne devraient pas travailler. Mais elle était étrangère, elle était veuve, mais en allant dans le champ, elle n'avait pas le droit de travailler, mais elle avait le droit de glaner. Alors, glaner, ça veut dire que quand les serviteurs, les semeurs font la cueillette, quand ils cueillent les fruits des arbres, des fois, en cueillant les fruits, il y en a qui tombent par hasard. Alors, quand un fruit tombe, la loi dit tu n'as pas le droit de ramasser ça. Tu dois le laisser pour l'étranger, pour les veuves, parce que bon, c'est une forme de social pour eux aussi. Quand ils viennent, ils peuvent ramasser ce qui est tombé. C'est ça, ce que ça veut dire glaner. Donc, elle était partie glaner et elle était rentrée dans le champ d'un certain Boaz. Et en rentrant dans le champ de ce Boaz, elle a commencé à glaner. Et alors qu'elle était en train de glaner,
voilà que Boaz, le maître, le responsable, le propriétaire du champ, lui-même, il rentre aussi dans son champ. Et la première personne sur laquelle ses yeux se sont arrêtés, c'était sur Ruth. Donc, il s'est approché de Ruth, ils ont parlé, elle a demandé à Ruth d'où elle venait, elle a dit à Ruth, bon, j'ai entendu parler de ta foi, j'ai entendu parler de toi, comment tu t'es attaché à ta belle-mère, et ainsi de suite. Et il va dire maintenant à ses serviteurs, désormais, quand vous faites la cueillette, vous laisserez tomber exprès. Come on. Vous laisserez tomber exprès les fruits pour elle. Elle ne va plus dépendre du hasard, mais elle va dépendre de ma faveur, de ma grâce. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus utilise les anges pour laisser tomber exprès des bénédictions sur nos chemins. Hein? Et donc, voilà, quand elle va retourner à la maison, elle va dire à sa belle-mère, « Ah, vraiment, le propriétaire était très gentil avec moi et tout ça. » Et la belle-mère va lui dire, « Mais qui est ce propriétaire ?» Donc, la belle-mère, Naomi, va se rendre compte que, en fait, ce propriétaire, c'est quelqu'un de la famille. Et donc, il y avait une loi en Israël qui disait ceci, que si quelqu'un se marie et n'a pas pu faire des enfants avec sa femme, si cette personne meurt, son frère ou un plus proche parent a le droit de prendre sa femme et de lui donner une postérité. Donc, comme Ruth n'a pas eu d'enfant avec le fils de Naomi et que ce fils est mort et qu'elle est devenue veuve. Donc, Boaz est sur la liste des proches parents qui pourraient prendre Ruth pour femme et donner une postérité au fils de... Gloire à Dieu. Et donner une postérité au fils de Naomi. Mais avant lui, il y avait quelqu'un qui avait ce droit. Donc, il faudra qu'il aille trouver cette personne pour négocier. Cette personne va lui donner, comment dirais-je, en quelque sorte la main de Ruth. Et voilà. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que Ruth n'est pas sortie de chez elle pour aller chercher le mariage. Ruth est sortie de chez elle pour aller chercher du travail. Et Dieu est comme ça. Parfois, tu te dis, bon, je vais juste descendre, par exemple, pour aller chercher un croissant. Et tu ne sais pas que dans la boulangerie, tu vas rencontrer ton mari ou ta femme. C'est que Dieu utilise des choses simples qui n'ont même pas... Et en faisant ces choses-là, on rencontre quelque chose de plus grand. J'appelle ça un piège de bonheur. Alléluia. Que Dieu mette un piège de bonheur sur tes chemins dans cette journée. Amen, amen. Donc, pour aller plus vite, Naomi va donc donner des conseils à Ruth. Et j'aime beaucoup Ruth, chapitre 3. Naomi va dire, ma fille, je vais assurer ton bonheur. Et j'aime bien cette parole, je vais assurer ton bonheur. Parce que Naomi elle-même, elle n'a pas été heureuse. Mais quand même, elle connaît les secrets pour assurer le bonheur des gens. Vous savez, il y a des gens, leur vie n'est peut-être pas resplendissant, radieux et ainsi de suite, mais ils ont le secret pour vous montrer le chemin du succès. Et vraiment, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Ruth à s'attacher à Naomi. Naomi va lui apprendre, selon les traditions juives, comment faire pour attirer l'attention de Boaz sur elle. Et en obéissant tout ce que Naomi lui a dit, Boaz va finir par épouser Ruth, je peux dire entre parenthèses, la maudite. Avec Ruth, ils auront un fils qui s'appelle Obed. Obed mettra au monde un autre fils qui s'appelle Jesse. Et Jesse mettra au monde un fils qui s'appelle David. Et David, plus tard, mettra au monde un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, au travers de son attachement à Naomi, elle a quitté la malédiction pour entrer directement dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis jamais, ne dis jamais, parce qu'on ne sait jamais. Gloire à Dieu. Évidemment. Dieu est un Dieu de grâce et sa grâce est disponible pour nous tous, sans exception. Amen, amen. Jamais, ne dit jamais merci, pasteur. Jean-Richard Paul Félicia, très bonne nourriture encore ce matin. Des questions? Pas véritablement des questions, c'est un enseignement, c'est un message assez fort, ne dit jamais, on s'évertuera, ne pas dit jamais. Amen, amen.
Oui. Vas-y, Félicia. Savoir pourquoi est-ce que l'autre belle-fille de Naomi lui a tourné le dos. Parce qu'on assiste à beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas véritablement à s'attacher. Est-ce que vous avez quand même quelques clés, quelques raisons qui montreraient pourquoi ça existe? Des personnes qui se détachent. Bon, comme je disais, à les personnes qui se détachent, hein, quand vous lisez l'histoire, le livre de Ruth, lorsque Boaz a rencontré Ruth, le premier jour, il lui a dit quelque chose de très fort. Il lui a dit, ne change pas de champ. C'est-à-dire, en quelque sorte, ne change pas d'église. Il y a des gens, parfois, ils arrivent dans une église, trouvent leur bonheur là-bas et ils changent d'église. Et quand Ruth est arrivée dans le champ de Boaz, Boaz lui a dit, ne change pas de champ. Et elle est arrivée comme glaneuse, même pas comme servante. Et elle a fini par épouser le propriétaire. Elle est devenue propriétaire du champ. Bon, maintenant, ceux qui ne s'attachent pas, à mon avis, ils manquent de persévérance. La foi demande, numéro 1, la patience, et numéro 2, la persévérance. Si vous n'avez pas la patience et la persévérance, vous ne pouvez pas marcher par la foi. Abraham a attendu 25 ans pour voir la promesse s'accomplir. La persévérance, avec Dieu, il faut toujours être persévérant. Merci, pasteur. Monsieur Je vous en Bélicanor, à propos de l'exhortation de ce matin. Oui, justement, je crois bien que le comportement de Ruth lui a donné, vous voyez, de passer de la condition de personne maudite à une personne bénie éternellement. C'est un comportement. Et c'est un comportement lié à une activité. Activité des glaneuses qui a entraîné cela. Donc je crois bien que... Elle a un comportement professionnel. Professionnel. J'adore le parallèle. C'est parfait ce que vous venez de faire. Extraordinaire. Je rappelle qu'on parlera du comportement professionnel avec M. Blé dans l'invité du Welcome. Merci, pasteur, d'aller prier pour bénir cette journée. Que Dieu nous aide à jamais ne dire jamais et à rester fidèle à sa parole. Oui, Seigneur, merci. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Anne a dit, tu relèves l'indigent de la poussière et tu le fais asseoir à la table des grands. Merci Seigneur, tu as mis la grandeur en chaque personne. Et en écoutant l'histoire de Naomi qui est sortie chercher du travail et qui a fini dans la généalogie de Jésus-Christ, cela met de l'espoir en chacun de nous. Et je prie que cet espoir se manifeste dans le cœur de tous ceux qui écoutent cette histoire et qu'ils sachent que Dieu est un Dieu qui pose des pièges de bonheur. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cette journée sera pleine de pièges de bonheur. On en est rassurés avec cette exhortation. On va retrouver Jean-Richard dans Culture Actu. Depuis le début de cette année, Jean-Richard s'évertue tout le lundi de nous faire un classement, un top 3. Et aujourd'hui, il va s'attarder sur des concerts, les meilleurs du genre de l'année 2019. Effectivement, merci Aniel, on l'a dit d'entrée de propos. Aujourd'hui, on a décidé de nous attarder sur l'année 2019, une année qui aura été prolifique en termes de sorties discographiques. Les artistes chrétiens se sont illustrés de la plus belle des façons. Mais au-delà des productions de musique, au-delà des productions discographiques, ils se sont illustrés également à travers des lives, des concerts. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en 2020, mais on a décidé de faire une petite séquence rétro-flashback souvenir pour ressortir quelques concerts qui auront marqué notamment l'année 2019. C'est vrai qu'ils sont nombreux à s'être illustrés en la matière, mais on a décidé de présenter que 3 artistes qui ont fait des choses assez excellentes. En Afrique, on va s'arrêter pour le premier escale du côté de l'Afrique. On aurait pu, pourquoi pas, prendre Sonny Badou, Joe Mettel ou encore Excel, qui a gratifié le public abidjanais d'un excellent concert au Palais de la Culture, l'assaut du Palais. Mais on a décidé de nous appesantir sur une artiste qui a marqué assez bien l'année 2019. Son nom, c'est Ada. Ada, le 26 avril 2019, a sorti un album, Final C. Eh bien, Final C a été considéré par les critiques chrétiens comme l'un des meilleurs albums de l'année 2019. Elle a profité de cette sortie-là pour sillonner plusieurs capitales africaines, pour notamment faire des concerts. Et le concert, cette série de concerts était dénommée Final C Tour. Elle était sur plusieurs places dans
plusieurs espaces pour gratifier le peuple de Dieu. Il faut rappeler qu'Ada est une grande voix de la scène gospel internationale, née en septembre 1987. Plusieurs années qu'elle est sur le devant de la scène gospel. Et Final C'est Tout a marqué assez bien le peuple de Dieu. Et puis à la deuxième place de ce top 3 au niveau des lives, on retrouve un artiste français. Son nom, c'est Matt Marvan. Eh bien, Matt Marvan est un nom assez connu de la scène gospel. Et il aura marqué à travers un événement qui s'est déroulé en France en avril dernier, c'est Zé Rencontre. Zé Rencontre est un rassemblement de jeunes chrétiens entre 15 et 30 ans qui se déroule à l'église Porte Ouverte, à l'église de Mulhouse. Eh bien, le peuple de Dieu de ce côté-là se rencontre pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'occasion, l'artiste invité pour l'année 2019 était Matt Marvan. Il s'est illustré à travers une série de chants. Et le chant qu'il a révélé au cours de l'année 2019 est Notre Père, un chant qu'on présentera dans quelques instants. Et puis à la première place de ce classement, on retrouve l'infatigable Lorraine Degg, cet artiste qu'on a présenté à maintes reprises ici. Eh bien, Lorraine Degg, le concert, le spectacle live qui aura marqué les uns et les autres, c'était le 15 octobre 2019. C'était à Nashville, dans le Tennessee. Elle reprenait assez bien le titre You See, qu'on connaît plus ou moins tous. Lorraine Degg, grande voix, née le 9 septembre 1991, 28 ans aujourd'hui, auteur, compositrice, interprète. Elle ne cesse de bluffer les uns et les autres. Son titre You See, depuis plus de 70 semaines, considéré comme la chanson chrétienne la plus écoutée. Voici pêle-mêle Aniel, les artistes qui auront marqué. Ils sont nombreux. On aurait pu citer d'autres artistes, mais la liste n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que sur le continent africain, l'artiste qui aura marqué par cette série de concerts, c'est Ada, à travers le Final C'est Tout. Du côté de l'Europe, Matt Marvan a attiré notre attention. Et puis pour terminer ce tour au niveau des spectacles, des concerts, nous nous arrêtons du côté des États-Unis avec Lorraine Degg. Et on ne saurait terminer sans un petit medley de ces différents spectacles. Regardez comme si vous y étiez. Da 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 da.
Never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Merci Jean-Richard, on a vraiment apprécié ce bout de vidéo. On y était vraiment à ce concert grâce à ce flashback. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur ces artistes et surtout ces activités qui ont marqué l'année 2019? Nous, on croise les doigts, on espère que l'année 2020 sera à l'image de l'année 2019, c'est-à-dire une année prolifique en termes de concerts. C'est vrai que plusieurs artistes se sont illustrés assez bien, comme je le disais d'entrée de propos. On croise les doigts pour que 2020 également soit une année de bénédiction en termes de concerts, parce que ces concerts-là sont aussi des moments de rencontre avec le Seigneur, des moments d'adoration, des moments de louange, des moments où certaines personnes qui ne connaissent pas Christ s'attachent au Seigneur Jésus-Christ. On espère que les artistes vont redoubler d'efforts, redoubler de qualité et redoubler, pourquoi pas, d'initiatives en termes de concerts. D'accord, voilà qui est bien clair. Pasteur, vous assistez souvent aux concerts, vous participez aux concerts? Oui, participe. Bon, j'assiste au concert. Oui, j'aime beaucoup la musique. Vous aimez beaucoup la musique. Hein. Et c'est chrétienne. toujours bien pour le chrétien de se retrouver dans un tel environnement, un environnement de concert avec d'autres frères et sœurs aussi en Christ. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, la musique crée toujours une atmosphère propice au miracle, propice à beaucoup de choses. Donc, la musique chrétienne, bien sûr. Justement. Il faut bien préciser. Pour les artistes chrétiens, il faut être aussi professionnel pour réussir son événement, son concert surtout. Bon, bien sûr, vous savez, j'ai l'avantage d'être musicien et en même temps formateur. Ah, c'est intéressant. On ne savait pas ça. Hein. Merci pour l'info. On saura quoi vous poser comme question maintenant. Donc, ça veut dire que justement, quand on est derrière la scène, quand on est en répétition, il y a un certain comportement qu'il faut adopter. Donc, pendant la répétition et au cours de la prestation, quand on est devant le public, il y a un certain comportement aussi qu'il faut avoir, non seulement pour entraîner, pour permettre à ce que la grâce de Dieu se manifeste. Justement. Et pour ne pas que les uns les autres soient distraits, ou alors que vous puissiez vous-même, par en griffe, tuer le concert à cause de votre attitude. Ah, le comportement, ça compte pour beaucoup. Hein. Félicitations particulièrement. Quel est le concert qui t'a marqué, toi, durant l'année 2019? Le concert Un concert qui t'a marqué, auquel tu as participé ou auquel assisté? j'ai participé. Vous savez qu'on était au Congo récemment, l'année dernière, en 2019, et avec Laure Bongo qui est déjà passé sur Wake Up, on a assisté en tout cas à la présence du Saint-Esprit qui nous a vraiment impacté. Donc, je fais un coucou à Laure Bongo qui ici et à tous les Congolais qui nous suivent aussi. Hein. Voilà, c'était un concert magnifique. De Henri Papa, Moulaja et et Michel Michel Bakanda. Bakanda. Voilà. Merci Jean-Richard, on referme les portes de Culture Actu. On va parler du comportement professionnel. Je suis sûr que vous avez hâte d'aborder cette question avec nous. C'est maintenant avec l'invité du Wake Up. Notre invité du jour, M. Blé Nicanor, expert, on le dit, en ressources humaines. On parle avec lui du comportement professionnel. Alors, dites-nous tout sur ce fameux comportement. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, vous savez, lorsqu'on est en entreprise, dans le monde professionnel, les diplômes, les compétences techniques sont utiles, indéniables, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Vous avez été formé comme instituteur, vous avez été formé comme banquier, vous avez été formé sûrement comme pasteur.
vous avez pris fonction. Le diplôme est resté sûrement dans le dossier. Justement. Mais c'est vous qui êtes là physiquement. Comment vous allez traiter les malades? Comment vous allez accueillir les visiteurs? Comment vous rendez ce que vous avez appris? Cette sorte d'un comportement. Donc nous allons parcourir ensemble d'abord les définitions. Qu'est-ce que c'est le comportement professionnel? Nous allons voir les composants de quoi c'est constitué. Nous allons voir les acteurs qui sont ceux qui mettent en œuvre le comportement. On pense que le comportement professionnel, c'est une personne, non. Il y a soi-même, mais il y a les autres. Et puis, nous allons également voir les différents éléments qui influencent le comportement professionnel et comment est-ce qu'on peut, je vais donner encore quelques points spécifiques qui agrémentent le comportement professionnel pour arriver à la conclusion, à savoir faire l'auto-évaluation qui peut être positive ou négative. Après tout ça, on fera chacun ici son auto-évaluation. Bien sûr. Alors, commençons par la définition. Disons que un comportement, c'est quoi? Un comportement, c'est une action ou une réaction d'un individu dans un environnement. C'est un comportement. Action ou réaction d'une personne dans un environnement donné. Je le dis parce que le comportement, c'est quelque chose que vous avez et qui est permanent. Le comportement est mis en général en crise avec l'attitude. C'est deux notions différentes qui se ratent. À un moment donné, les deux se croisent. À un moment donné, les deux se séparent. Parce que l'attitude, c'est une manière d'exprimer ce qu'on ressent. Vous voyez, on peut avoir une attitude temporaire. Mais on dira, mais il n'est pas comme ça. Mais c'est l'attitude qu'il a manifestée. Ah, parce que vous avez marché sur les pieds, donc il a dû répliquer. Mais en temps normal, il est calme. Son comportement, c'est un comportement de quelqu'un de calme. Vous voyez. Donc, comportement, c'est action, réaction d'une personne dans un environnement donné. Les professionnels, comme vous le savez, c'est lié à une profession, à une activité. Donc, le comportement professionnel, en un mot, c'est l'action ou la réaction d'une personne dans un environnement de travail. Clair. Environnement de travail. Alors, cela dit, on va voir de quoi est constitué le comportement professionnel. Il y a deux aspects. Le comportement professionnel spécifique et général. Spécifique, vous allez voir que dans le monde professionnel, on parle de code de déontologie, on parle de code d'éthique, on parle de serment, et c'est par rapport à des professions. Vous savez, la déontologie, c'est l'ensemble des règles qui régit une profession. Il y a le code déontologique des médecins, le code déontologique des banquiers. Donc, il prescrit un certain nombre de comportements que, par exemple, un avocat doit avoir. Ça, c'est spécifique. Par contre, le général, c'est ce qui est recommandable. Le respect des autres, l'hygiène, la ponctualité, l'assiduité, la courtoisie, ça c'est universel. Donc il y a le comportement professionnel spécifique, on dirait comportement spécifique par rapport aux journalistes, et le comportement général par rapport aux travailleurs de manière globale. Ok. Alors, qui sont les acteurs? Les acteurs des comportements professionnels, et bien évidemment, il y a soi-même, le travailleur en question. Moi, dans le sens où ce que je manifeste comme comportement est génétique, d'abord. C'est-à-dire, ça vient de mes gènes. Ça vient de ceux qui m'ont mis au monde, de quelle famille je suis. Donc, je suis ce que je suis. Comment je suis descendu? Si je suis noir, j'ai un comportement en griffe de noir. Si je suis blanc, j'ai un comportement de blanc. Donc, c'est d'abord génétique. Ensuite, c'est volontaire. C'est vrai que je suis né, j'ai mes gènes, après, il y a ma volonté. Je l'ai fait volontairement. Et puis après, il y a l'aspect, après le fait que ce soit génétique, volontaire, il y a le fait que je suis responsable de mon comportement. Donc moi-même, je suis un acteur. Ça, c'est les acteurs directs. Il y a deux acteurs directs. Il y a moi-même d'abord, et puis il y a les autres professionnels. Puisqu'on parle de professionnels, il y a les autres professionnels qui sont autour de moi. Entre autres, mes collègues. Quand on dit tes collègues, on parle de la hiérarchie. Tous ceux qui sont au-dessus de vous, tous ceux qui sont au même niveau que vous, et tous ceux qui sont plus bas que vous. Ce sont les acteurs qui modèlent votre comportement professionnel. S'ils sont doux, vous avez un comportement. Si chaque matin, ils ne vous saluent pas, vous avez un comportement. Ils modèlent votre comportement au quotidien. Ah, c'est clair. Ça, c'est les acteurs directs. Mais les acteurs indirects, c'est qui? C'est d'abord l'histoire. Vous avez été éduqué dans une famille. Donc, vous êtes le produit d'une éducation. Papa, maman, les autres frères et sœurs, le quartier, la ville, le pays, le continent. Donc, ces acteurs-là ont modulé aussi ce que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est des acteurs indirects. Et deuxième acteur indirect, les formateurs. Vous avez un diplôme, mais il y a quelqu'un qui vous a enseigné. Vous avez souvent, on dit, il y a un maître et puis il y a un disciple. Vous voyez, on dit, ah, lui, c'est mon maître. C'est comme ça, il m'a formé. Juste le formateur qui vous a inculqué certaines valeurs. Et qui fait que,
Quand vous devez avoir quelque chose, dites attention, mon maître m'a toujours dit que pour tel malade, pour telle situation, pour commencer une prédication, pour faire telle chose, voilà comment il faisait. Aïe. Vous voyez? Donc, votre comportement professionnel, indirectement, est influencé par votre formateur. C'est un peu ça. Après, les acteurs, nous allons maintenant voir comment se manifeste le comportement professionnel. Ou alors, les points sur lesquels, rapidement, on va voir le comportement professionnel se manifester. L'un des premiers points dont je veux parler ici, c'est le respect des autres. On travaille, peut-être que quelques personnes travaillent seules, mais on travaille toujours avec les autres. Qu'on soit dans un laboratoire, quelqu'un fera la suite de notre travail, quelqu'un fera un travail avant nous. Donc il faut respecter les autres, les saluer, respecter leur opinion, respecter leur point de vue. Vous voyez, c'est très important. Et l'envers de la chose, ne pas les mépriser, ne pas se moquer d'eux, ne pas colporter des rumeurs sur eux. Ça fait partie du respect des autres. Ça, c'est le comportement professionnel. Deuxième élément très important, c'est la fiabilité et l'efficacité. La fiabilité, c'est le fait qu'on vous fasse confiance par rapport au travail. Votre travail fait qu'on vous fait confiance. Et on n'est pas l'entreprise pour les beaux yeux, on est là pour le résultat. Vous voyez, nous sommes en pleine émission. Le résultat qu'on attend, c'est que l'émission soit de qualité. Donc on est là pour des résultats, donc pas de performance. Donc le comportement professionnel doit avoir le but de produire des résultats en temps et en heure. Il ne s'agit pas d'être au travail pour être au travail. Il faut aller à l'heure au travail, mais il faut aller à l'heure au travail pour produire quelque chose de qualité. Avec le peu de moyens, on sort de grands résultats. Claire. Satisfaire les clients, satisfaire ceux qui nous regardent, satisfaire ceux qui attendent de nous. Ils attendent le produit fini pour donner de la plus-value à notre entreprise, à ce que nous faisons. Donc, la fiabilité et l'efficacité sont incontournables. Ensuite, il y a la ponctualité. Si l'émission doit commencer à 9h et que le présentateur de l'émission va à 9h15, il y a un problème. Quel que soit son niveau d'excellence et de talent, vous direz, monsieur, ici il y a des règles. Vous êtes fort, c'est bien, mais il faut respecter. La ponctualité, c'est très important. Et puis, il y a la ponctualité, mais l'assiduité. J'ai l'habitude de dire aux salariés que, surtout quand ils commencent à travailler, les jeunes stagiaires, je leur dis, ici, vous n'êtes plus au cours. Au cours, vous pouvez choisir le cours que vous voulez faire. En amphi, vous pouvez sortir quand vous voulez. Mais ici, vous n'avez plus le choix, c'est terminé là. À moins que vous ayez un cas de force majeure, vous êtes malade. Mais du lundi au vendredi, vous devez être là. Vous n'avez pas le choix. On ne vous demande pas de venir ici à 5h du matin, mais on vous demande de ne pas mettre 1 minute de plus sur l'heure qui est fixée. Il faut être ponctuel, mais il faut être assidu. L'un des éléments importants en comportement professionnel, c'est l'habillement et l'hygiène. Chaque milieu, comme on le dit, a son accoutrement. Ah, c'est clair ça. Ça, c'est clair. Donc, vous ne pouvez pas être du domaine mécanique agricole et puis venir au travail en veste. En veste. Vous ne pouvez pas être un banquier et venir au travail en t-shirt. Ouais, les banquiers. Vous ne pouvez pas être, tout le temps. vous ne pouvez pas être médecin et porter, j'allais dire une blouse de mécanicien pour venir recevoir les malades. C'est pour cela que justement, des codes de déontologie fixent les règles pour dire, dans notre métier, voilà comment on se comporte. Vous voyez, comportement égale à action ou réaction d'un individu par rapport à un monde professionnel donné. Ça, il faut foncièrement le comprendre. Et puis, j'allais terminer par 2 choses. La séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est un comportement. C'est malheureux, mais vous arrivez dans une entreprise où il y a des personnes qui passent leur temps à dire qu'il a mangé telle nourriture hier, qu'il a peint sa maison de telle couleur. Ça fait quand même rire. Hein? C'est vrai que c'est intéressant à entendre, mais ça vous discrédite. Vous voyez. Vous êtes en train de vous faire soigner par quelqu'un et qui commence à dire, ah, dans mon village hier, on a fait l'initiation de telle chose, telle chose. Bon, c'est sa vie privée. Mais il n'a pas besoin d'exposer ça. Donc, séparer la vie privée de la vie professionnelle. Quand vous allez au travail, vous n'y allez pas pour dire à votre patron que mon enfant a chauffé hier, vraiment aidez-moi. Chaque jour, c'est vous qu'on doit aider. À la fin. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, le dernier comportement professionnel dont je voulais parler, c'est la remise en cause personnelle et perpétuelle. Je ne suis pas parfait. Il y a des gens qui ont fait mieux que moi.
C'est tellement que je fais mieux que d'autres personnes. Mais en quoi est-ce que je dois améliorer mon service? C'est pour cela qu'en fin d'année, on fait un bilan et on se projette l'année suivante. Et on cherche à améliorer, on est proactif sur les objectifs et on cherche à savoir plus, à en faire plus. En conclusion, le comportement professionnel est un élément qui va avec les compétences techniques. Quel que soit le niveau de diplôme que vous avez, la praticité universitaire qui vous a formé, si vous êtes en griffe invivable, vous resterez invivable. Personne ne vous a recruté, à moins que vous-même, vous puissiez vous embaucher. Mais là encore, il vous faut des clients, il vous faut des personnes, n'est-ce pas, pour que vous puissiez avancer. Si vous avez l'approbation de vos pairs, alors vous serez adulé, vous serez respecté, vous serez reconnu, vous serez, j'allais dire, célébré par vos dévanciers, par vos pairs, par les gens qui sont plus bas que vous, parce que vous êtes comme une icône, une valeur. Mais si vous avez un comportement professionnel contraire à tout ce qui est lié aux normes, vous aurez le déshonneur, le manque de respect, et vous allez sortir par la petite porte. Question, ai-je le bon comportement professionnel? À chacun de s'évaluer. À chacun de s'évaluer derrière cet écran. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Monsieur, madame, évalue-toi. Alors, pasteur, dites-nous, c'est tellement intéressant ce que M. Blé a dit. Compétences techniques, oui, mais compétences professionnelles comptent beaucoup. Oui, c'est très important le comportement. Et parmi tout ce qu'il a cité comme différents points, j'irais même jusqu'à dire que c'est ce qu'on demande de la part du chrétien d'ailleurs. Et le plus important pour moi, celui qui saute le plus aux yeux, c'est la manière dont vous traitez les autres. Respecter tout le monde, mettre tout le monde au même point d'égalité, ne pas mépriser les gens. Mais justement, on a vu, jamais ne dit jamais. Des fois, on méprise les gens pour ce qu'ils sont, mais tu ne sais pas si demain sera ton patron ou ta patronne. On ne sait jamais. Donc, c'est très important. Pour moi, c'est très important de bien traiter les gens, de bien traiter les autres, de leur montrer qu'ils ont de la valeur, quel que soit ce qu'ils font dans la vie, ou quel que soit l'endroit où la vie les a mis, de leur montrer ce respect-là. Ouais. Et évidemment, il y a des gens qui sont excellents, mais qui n'ont pas un bon comportement. Les gens pensent souvent que c'est à cause de leur connaissance, professionnelle ou technique qu'on a besoin d'eux. Mais en fait, si tu n'es pas quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui sait respecter les autres, ben, tu ne vas pas rester longtemps dans ton travail. C'est la vérité. Ouais. Jean-Richard, question? Moi, je voudrais savoir, est-ce que par moment, la vie privée ne dépend pas sur le comportement professionnel? C'est vrai que l'entreprise n'a pas pour responsabilité de s'occuper de votre vie privée, mais par moment, est-ce que ça ne dépend pas un peu sur la vie professionnelle? Bien sûr. Vous savez, comme je l'ai dit, le comportement est d'abord génétique. Donc vous avez des gènes en vous, ce qui module ce que vous êtes. Vous êtes d'abord un homme, vous sortez d'un milieu. Donc quand vous sortez de chez vous le matin, votre humeur dépend de ce que vous avez vécu la veille. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre. Si au jour où à la maison il y a eu des écueils avec madame, tout le monde doit ressentir ça au travail. Au jour où vous avez bien mangé la veille, vous avez dansé, tout le monde doit vivre ça aussi au travail. Bon, mais écoutez, on sera dans une entreprise invivable. Parce que si vous êtes 500 dans l'entreprise, alors 500 comportements du jour au lendemain, 5 variations. C'est pour cela qu'on fixe des normes. Vous savez, en recrutement, tout à l'heure, je crois qu'on va aborder le sujet. Il y a des exigences. On vous dira savoir-faire, puis on vous dira savoir-être. Vous êtes caissier, comme on dit agent de guichet. Exigence principale, discrétion. Alors, parce qu'on vous a énervé à la maison, vous arrivez, vous dites à un client, c'est pour retirer 3 000 francs que tu as été me fatiguer ce matin-là. Ou bien vous lui dites, mais vous ne respirez, vous ne sentez pas bien, vous poussez là-bas. Non. Exigence, on va vous dire, il faut être serviable, courtois. Donc vous savez que, et si vous êtes chrétien, c'est encore plus grave, vous savez que vous devez pouvoir, par l'Esprit de Dieu, vous maîtriser pour dire que pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire. Après, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, régler les autres choses. Donc, ce qui se passe, ça peut dépendre, évidemment, vous n'êtes pas un caméléon, mais vous devez pouvoir arriver à juguler cela. Voilà.
Merci, Monsieur Blaine Nicanor, le comportement professionnel. Très, très, très belle intervention sur cette thématique. On a notamment noté beaucoup de choses. Je pense que chacun va plus ou moins s'auto-évaluer. Après l'émission, on va s'asseoir et on va réfléchir, se remettre en cause. Aniel, est-ce que tu as... Bon, bref, on le fera tout à l'heure. On va retrouver très rapidement Paul Félicien dans le Trickbox. Avec Paul Félicien, on reste dans cette même ambiance relativement liée au travail. 3 discours à avoir pour bien débuter un entretien d'embauche. Exactement. Je pense qu'on a parlé avec l'expert ici des comportements professionnels dans le milieu du travail. Mais comment on peut avoir un bon comportement professionnel si on n'est pas embauché? En tout cas, il faudrait quand même passer l'étape de l'entretien d'embauche pour pouvoir avoir un bon comportement professionnel dans le milieu du travail. Donc, généralement, il y a une phrase par laquelle, sinon une question que le recruteur va vous poser, c'est « parlez-moi de vous ». C'est vraiment cette fameuse question, vraiment un incontournable de l'entretien d'embauche. Et il est important que vous puissiez vous préparer à donner de bonnes réponses parce que ce n'est pas une question anodine. Donc, il y a 3 réponses que vous pouvez donner qui viennent de personnes qui, en tout cas, ont de l'expérience dans le domaine et je vais partager leur point de vue. La première des choses que vous pouvez dire, c'est de choisir 3 adjectifs qui vous différencient ou qui vous caractérisent. Par exemple, vous pouvez dire « je suis curieux »,« je suis autonome »,« je suis rigoureux ». C'est juste un exemple que je donne. Et vous allez décliner ces différentes caractéristiques-là en parlant de ce que vous avez peut-être vécu, en faisant un pitch qui va vraiment marquer le recruteur. Donc, cette idée-là vient de Sophie Muffin, qui est une coach exécutive, et elle dit qu'il est important que vous puissiez parler de vos valeurs pour pouvoir entrer dans cette entreprise-là. Il y a encore une deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est de mettre en avant vos précédentes réalisations pour parler de vous. Donc, si vous dites, par exemple, que j'ai fait 5 ans, j'ai étudié 5 ans à Londres, ça va mettre la puce à l'oreille du recruteur pour lui dire quand même, cette personne parle excellemment l'anglais. Donc, ce n'est pas anodin de dire les expériences que vous avez vécues de façon concrète. Donc, selon Anna Fernandez, c'est Anna Fernandez qui nous parle de ce type qui nous parle en tout cas de cette stratégie-là qu'on peut utiliser. Elle est dirigeante du cabinet Énergie Coaching et elle dit que c'est le concret. Avec elle, c'est le concret. On ne va pas commencer par faire un pitch qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu, mais en tout cas, pour elle, c'est le concret. La troisième des choses, c'est d'orienter votre pitch autour du passé, du présent et du futur. Vous me direz, ah, quand même, c'est assez intéressant. Vous voyez, vous les téléspectateurs qui regardez cette chronique, vous voyez ce qui peut vous intéresser et vous choisissez la façon dont vous voulez répondre à cette question. Donc, orientez votre pitch, autour du passé, du présent ou de l'avenir. Pour Pauline Lahari, qui est fondatrice de My CV Factory, pour elle, il faudrait que vous puissiez présenter votre réponse un peu comme une lettre de motivation. C'est un peu comme un paragraphe, un pitch. Vous orientez votre réponse sur ce que vous avez eu à faire, voilà, le présent, ce que vous avez réalisé, le passé, vos différents stages que vous avez eu à faire et le futur, ce que vous comptez apporter à l'entreprise. Donc, en gros, voici 3 petites réponses que vous pouvez donner lorsque vous devez répondre à cette question. Parlez-moi de vous. Avant d'avoir l'avis de notre expert sur le plateau, Jean-Richard, laquelle des stratégies te sied le plus? Parler de ses expériences. Ses expériences, être dans le concret. Hein, être concret. C'est ça aussi pour toi, hein, être dans le concret, ou bien dans les 3 mots. Alors, M. Blé, en avant aussi ses valeurs. Ses valeurs, d'accord. M. Blé, que dites-vous déjà de ce qui a été dit? Et puis, s'il y a aussi des ajouts Moi, je trouve que c'est pertinent ce qu'elle a dit, c'est pertinent. Maintenant, vous savez, cette question-là, elle est posée soit à un débutant, soit à quelqu'un qui a une expérience moyenne, et puis ou à quelqu'un qui est très expérimenté. Quelqu'un qui est très expérimenté, il ne commencera pas par parler de ce qu'il a fait, ça fait 10 ans, 15 ans. Il parlera des grands points, des grands thèmes, des grands sujets qui peuvent intéresser le recruteur. D'autant plus que le recruteur qui est en face de lui a un besoin. Donc l'expérimenté va chercher à discerner les points sur lesquels il peut rapidement, en 2-3 minutes, ça, c'est la révélation. marquer des poinns par rapport. Parce que, vous savez, en recrutement, c'est un concours. Hein. Donc, il faut pouvoir marquer des points rapidement. Parce qu'en entretien, rien ne dit, rien ne prouve que vous êtes bon. C'est ce que vous dites que l'on croit.
Ah, il faut savoir le dire alors. Voilà, savoir le dire. Bien le dire et Faut accrocher. savoir le dire. Donc maintenant, si vous êtes vraiment un débutant, un novice, vous n'avez pas de forte expérience, alors vous comptez principalement sur vos acquis théoriques. Ce qu'il faut mettre en avant. Ça veut dire que c'est un jeune comptable que vous commencez, vous pouvez parler des spécialités en comptabilité, vous vous dites, bon, j'ai telle notion en comptabilité analytique, je suis capable de. Et quand vous utilisez le terme technique, en ce moment, le recruteur se dit qu'il n'a pas affaire à un novice. Mais quand vous utilisez des termes, je peux écrire, bon, il faut savoir moduler son langage. Vous êtes un spécialiste d'un domaine, vous ne pouvez pas parler comme quelqu'un qui n'a pas fait la comptabilité. Moi, je peux ne pas parler de comptabilité. Mais si je parle de ressources humaines, il y a des termes que je dois employer, quelqu'un fasse ah oui, il a fait vraiment Ah, il faut prendre les termes techniques. Hein. Félicia, c'est bon? Oui, c'est très bon. Ce qu'il a dit, c'est parfait. Mais ce que je voudrais ajouter, en tout cas, aujourd'hui, c'est lundi. Peut-être que vous avez un entretien d'embauche à passer. Demain déjà. Voilà, Mardi. demain déjà. Ou même aujourd'hui, Non, peut-être, aujourd'hui, en après-midi. c'est le matin. Donc, certainement qu'au cours de la journée, vous avez un entretien d'embauche. Comptez sur la grâce de Dieu. Priez avant de partir. C'est très important aussi d'ajouter une valeur spirituelle à tout ce que vous faites. Et n'oubliez pas le comportement très Voilà. pro. Jean-Michel a un autre discours, hein. Lui ne parlera pas du discours à avoir, mais lui, il va nous informer sur des choses qu'on n'a parfois pas l'information, et c'est dans le saviez-vous. Église et environnement. Merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'église et d'environnement, mais avant, il faut rappeler que de plus en plus, l'église essaie de montrer sa responsabilité sociale. On voit l'église qui s'implique dans les problèmes des sans-abri. On l'a vu en Suisse, dans plusieurs contrées où l'église essaie de recueillir, d'aider des personnes sans-abri. On a vu en Australie, avec les feux de brousse, l'implication de l'église pour aider ces différentes personnes. On a vu au Brésil, l'église qui s'inscrit dans la construction de maisons pour les plus démunis. On voit l'église qui s'implique dans l'humanitaire aujourd'hui, et l'Église du côté des États-Unis a décidé de s'impliquer dans l'environnement et surtout dans le reboisement. Il est prouvé par plusieurs institutions et par les Nations Unies que plus de 16 millions d'hectares de forêt sont détruites chaque année. 16 millions d'hectares de forêt. La déforestation aujourd'hui est alarmante. C'est un problème qui intéresse tout le monde. On parle de réchauffement climatique. Au regard donc de cette situation, l'Église américaine a décidé de reboiser pour les 5 prochaines années près de 1500 arbres. L'Église dans l'État de l'Ohio. Eh bien, cette initiative-là, l'Église a décidé de se mettre ensemble pour cette initiative. La mairie a décidé d'aider de son côté aussi l'Église. C'était une belle initiative que l'on tenait, pourquoi pas, à présenter pour les 5 prochaines années. L'Église dans l'État de l'Ohio a décidé de planter des arbres dans toute la ville, et plusieurs églises aux États-Unis ont décidé de suivre l'initiative. Belle initiative qui pourrait, pourquoi pas, intéresser sous nos tropiques et même dans d'autres contrées du monde. Merci Jean-Michel. Pasteur, réaction? Réaction, c'est une bonne chose d'arranger la place où on vit. Parce que bon, la planète est maintenant détruite, il y a des incendies partout. Bon, personne ne... Non, je ne dirais pas personne, mais il faut que de plus en plus de gens prennent conscience que c'est important pour nos enfants, les enfants pour la génération future, qu'on leur laisse quand même une planète assez vivable, quoi. Mais je trouve que c'est intéressant que l'Église s'intéresse à ces genres de... tout ce qui concerne l'environnement et tout ça. Voilà qui est bien intéressant. Monsieur Nicanor, l'Église qui s'intéresse à l'environnement. Oui, je pense que c'est très bien. Vous savez, on parle généralement de développement durable. Voilà, ça veut dire que profiter donc de l'environnement actuellement sans pour autant nuire, vous voyez, compromettre les chances des générations à venir. Il ne s'agit pas aujourd'hui de couper un arbre parce que je veux faire une pirogue. Puis bon, si lui, il ne peut pas faire pirogue demain, ce n'est pas mon problème. Non, au moment où vous coupez un arbre, vous plantez deux autres. C'est ce que l'Église est en train de faire parce qu'on pense au futur en utilisant ceux du présent. Super. Jean-Richard? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que selon les Nations Unies, 16 millions d'hectares d'arbres sont coupés chaque année. Au regard donc de cette situation, la déforestation est alarmante aujourd'hui. L'Église a décidé de sauter sur l'occasion pour interpeller les uns et les autres à travers ces différentes actions. On espère que ces différentes actions que met dans l'Église vont, pourquoi pas, attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de préserver notre environnement.
Merci Jean-Richard. Paul Félicien, le verset boussole. Lamentation chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, ces compassions, ces bontés se sont encore renouvelées dans votre vie. Et merci encore au pasteur Consou Jean-Claude. Merci énormément pour cette exhortation. Jamais, ne dis jamais à M. Blénicador. On a parlé avec lui du comportement professionnel. Merci à Félicien, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation. Edwige Ou, Ange Boubia, Jacques Ngoran, Kwasi, Fulgence, sans oublier Yannick Conan et Ange. Et je dirais Ngoran Jacques. Ça a été un plaisir pour nous de débuter cette semaine avec vous. On se retrouve demain. Ça sera avec Daniel Krabgi mercredi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur LMTV. La vie chez vous.